Okay, let's start. Good morning and good day. Welcome to our second Bonjour à session. tous, bienvenue pour cette deuxième session de notre mini-série sur la gestion et le contrôle financier basé sur les risques. Notre sujet d'aujourd'hui s'intitule Utiliser les rapports actuariels, créer de la valeur ajoutée. Comme nous l'avons communiqué à nos participants, si vous souhaitez l'interprétation, vous pouvez cliquer sur l'icône interprétation en bas. Vous pouvez ensuite, en cliquant sur plus, choisir la langue que vous souhaitez écouter. Cela ne fonctionne que sur l'application téléchargée de Zoom. Cette session sera enregistrée. L'enregistrement et les diapositives seront disponibles sur le site de l'événement un peu plus tard dans les jours à venir. Celles de la semaine dernière sont également disponibles. Nous vous encourageons à poser vos questions en utilisant la fonction questions et réponses de Zoom et nous vous y répondrons à la fin du webinaire. Le dernier webinaire de la série aura lieu la semaine prochaine à la même heure. Si vous ne vous êtes pas encore enregistré, nous vous invitons à le faire. Ce sera sur l'outil AI en action. Nous allons commencer ce webinaire avec quelques questions. Notre première question, êtes-vous actuaire ou travaillez-vous dans le domaine actuariel? La réponse est oui ou non. Looks like we have an even split between Nous avons une moitié parfaite. On peut donc passer à la question suivante peut-être? Do you have experience as an insurance? Avez-vous de l'expérience en tant que contrôleur ou régulateur d'assurance? Looks we have a very good proportion of Donc il y a une grosse proportion de contrôleurs pour ce webinaire, c'est très bien ça. so our third question, Notre troisième question, you can go to the next one, Anne. They're just they were gonna do. Sorry, Anne? Oh, okay. Have you ever assessed or contributed to an actuarial report? avez-vous déjà évalué ou contribué à l'évaluation d'un rapport actuariel? Okay, it's good. Very good. Oh, très bien, très bien. And our last question, Et enfin, notre dernière question, what would you like to get out of this session? que cherchez-vous à obtenir de cette séance? Learn how to do my job effectively, Apprendre à être plus efficace dans votre travail, être plus à l'aise lorsque vous lisez un rapport actuariel, mieux comprendre les rapports actuariels, apprendre comment approcher un actuaire si vous avez des questions sur le rapport. Ou réponse E, autre. Okay, that's perfect because that's the topic of our session today. Parfait, puisque c'est le sujet de notre session aujourd'hui. Vous en saurez plus sur la compréhension des rapports actuariels. Maintenant, je voudrais introduire nos orateurs, Stuart, Watson et Britta. Britta est une membre de la Société des actuaires et possède 2 qualifications en matière de gestion des risques, ce qui fait de ce sujet particulier un sujet parfait. Elle a 5 ans d'expérience en tant que contrôleuse dans les Caraïbes et elle est professeure d'université. Elle devrait donc avoir beaucoup d'idées qui nous aideront à avancer sur ce sujet. Pour Stuart Wason, il a eu une longue carrière dans la profession d'actuaire
mais aussi dans la gestion des risques. Pendant 10 ans, il a également servi avec le contrôleur canadien Armsby. Pendant ce temps-là, il était aussi la personne de liaison pour l'AICA. Il est actuellement à la tête du comité de réglementation de l'AICA et je sais qu'il a beaucoup d'éléments de sagesse et d'idées à vous donner. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à notre premier orateur. Stuart? Merci beaucoup, Fred. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Et merci pour vos retours dans les questions que Christian vient de poser. Il y a un bon équilibre aujourd'hui dans les participants et pour ceux qui n'ont pas tant d'expérience dans l'utilisation d'acteurs actoriels, je pense que l'information que vous obtiendrez aujourd'hui vous sera utile pour la prochaine fois lorsque vous étudierez un rapport actoriel. Nous pouvons donc aller à la diapositive suivante. Alors, ceci est l'introduction de notre webinaire aujourd'hui. Le travail des acteurs est très important pour le fonctionnement des régimes d'assurance et de retraite. Un régime est peut-être un thème peu usuel, mais je l'utilise plusieurs fois dans les diapositives. Aujourd'hui, notre webinaire se concentre vraiment sur les assurances. Cependant, les concepts dont nous allons parler peuvent s'appliquer et être utiles également pour les régimes de retraite. Les acteurs sont impliqués dans de nombreux aspects du travail des assureurs ou chez les régimes de retraite. Nous en parlerons plus en détail dans une autre diapositive. Les actuaires ont des connaissances sur les risques, sur la gestion des risques. Diapositive suivante. Les actuaires sont des membres d'une profession et doivent satisfaire des exigences rigoureuses en matière d'éducation, de qualification et de formation professionnelle continue. Et nous devons respecter des normes de pratique et des codes de conduite professionnels applicables. Et les associations d'actuaires ont leurs propres procédures disciplinaires. Donc tout cela permet de garantir au public que les actuaires sont responsables professionnellement et de donner aux utilisateurs de leur travail la certitude qu'il a été effectué de manière appropriée. Cela aide considérablement les contrôleurs qui utilisent leur travail. Et avant que l'on aille à la diapositive suivante, j'ai eu des années d'expérience avec Arsvi, le contrôleur canadien, et une grande partie de mon travail était d'évaluer les rapports actuariels et essayer d'être un détective. Est-ce que le travail était bien fait ou non? Donc on va parler de ça lors de ce webinaire. Donc le travail actuariel implique des compétences particulières, de l'expertise et de l'expérience. Et peut-être que vous n'avez pas cette qualification et ce n'est pas un problème. Nous allons vous donner des clés. On voit un petit personnage ici qui regarde avec sa loupe la formule. Et vous n'avez pas à connaître les maths ou ces formules. Les actuaires comprennent ces formules pour que les opérations fonctionnent bien, mais vous n'avez pas à connaître cela. Je vais vous donner quelques clés pour poser les questions pour comprendre ces formules. Alors, quels sont les objectifs pour ce webinaire? Numéro 1, identifier les défis communs auxquels vous êtes confrontés en tant que contrôleur dans l'utilisation des rapports actuariels. Nous allons parler de différents types de rapports, leur but, et ensuite décrire
les pratiques pour une utilisation plus efficace du travail. Nous avons ensuite 2 études de cas. L'une d'entre vous a déjà été distribuée en avance et Britta en a une autre que l'on verra dans les diapositives. Tout le webinaire aujourd'hui est fait pour vous aider à devenir plus confiant, plus proactif et efficace dans votre utilisation des rapports actoriels en créant de la valeur ajoutée. Diapositive suivante. Donc, nous allons commencer par préparer le terrain, parler du travail des actuaires chez les assureurs. Les contrôleurs d'assurance utilisent le travail des actuaires de nombreuses manières. Mais il y a certains actuaires qui ont des relations spécifiques et importantes avec le contrôleur d'assurance. Donc, nous allons en voir certains. Certains acteurs, par exemple, sont désignés par la loi ou la réglementation pour fournir des rapports spécifiques ou pour remplir des rôles spécifiques pour le contrôleur. Par exemple, les actuaires désignés. Il y a également des actuaires qui exercent la fonction actuarielle pour un assureur. Par exemple, nous verrons le PBA 8 qui exige cela en ce qui concerne la gestion des risques et le contrôle interne. Et les contrôleurs sont également intéressés par d'autres types d'acteurs chez l'assureur qui sont aussi importants pour les contrôleurs, par exemple, le directeur de la gestion des risques ou celui qui dirige les opérations financières. Diapositive suivante. Donc, cette diapositive montre certains types de travaux qui sont effectués par les actuaires au sein d'une assurance. Donc, j'ai voulu montrer toute la palette des aspects du travail d'un actuaire. Sur cette diapositive, je voudrais noter particulièrement un rôle auquel on ne pense pas forcément tout le temps, mais c'est le rôle des actuaires par rapport à la gestion et à la conception des produits avec participation. C'est parce que la plupart des rôles que l'on connaît des actuaires sont souvent un rôle de soutien aux actionnaires d'une entreprise. Dans ce cas, le rôle est de fournir de la protection, un soutien aux assurés, même s'ils sont employés par l'assureur. Diapositive suivante. Les actuaires dans les rôles désignés peuvent être des employés salariés de l'assureur ou rester sur une base contractuelle. Parfois, l'approbation du conseil d'administration peut être nécessaire pour certains rôles, par définition, comme celui d'actuaire désigné. Le contrôleur peut poser son veto concernant les candidats proposés dans certains cas, s'ils n'ont pas l'expérience suffisante. Les rôles désignés chez les actuaires ont des responsabilités importantes et peuvent être soumis à des normes professionnelles actuarielles supplémentaires ou des exigences réglementaires. Ça peut varier en fonction des juridictions. Les actuaires désignés ont un devoir implicite envers le contrôleur d'exécuter leur rôle de manière fidèle. Et ils ont également ce devoir envers les assurés. Il y a de nombreux bénéfices pour le contrôleur à avoir un actuaire désigné qui remplit la fonction actuarielle. Des choses comme, par exemple, une communication facilitée parce que la personne a déjà été prédésignée par l'assureur et a été acceptée par le contrôleur. Cela permet une meilleure communication. Le fait que les rapports et les opinions actuarielles soient fournis selon un format et une fréquence décidée en amont. Et ça peut être une aide, une source d'informations objectives sur les activités de gestion des risques et du capital de l'assureur.
Diapositive suivante. Les contrôleurs d'assurance sont très intéressés par le rôle spécial de surveillance qu'ils peuvent jouer dans la deuxième des 3 lignes de défense traditionnelles en GRE. J'ai parlé plus tôt du principe important du PBA numéro 8. Il y a quelques citations directes des PBA 8, particulièrement l'exigence que l'assureur a de fournir cette fonction actuarielle. La fonction actuarielle doit être organisée et fonctionner au sein de l'assureur ou du groupe d'assurance de manière claire, efficace et transparente. Alors, je sais que ça peut être difficile. Si on regarde l'organigramme qui provient de la NASA, je dois dire, ça ne vient pas d'une compagnie d'assurance, mais peut-être que la plupart d'entre vous qui ont regardé les organigrammes au sein de compagnies d'assurance, allez un petit peu vous y retrouver devant cet organigramme complexe. Parfois, lorsqu'on regarde ces organigrammes et on se demande qui est à la tête de la fonction actuarielle, ça peut être plus compliqué que ce qu'on le croit de l'identifier, notamment quand il y a d'autres rôles désignés comme chef actuaire, actuaire désigné. Cela peut rendre les choses difficiles pour comprendre qui est à la tête de cette fonction actuarielle. Et c'est le rôle de l'actuaire de de vous rendre la vie plus facile. Les contrôleurs en assurance développent une confiance dans le travail des actuaires. Peut-être les 2 premières sont les plus importantes. Tout d'abord, la validation du travail de l'actuaire. Parfois, cela est mal interprété. On se dit: «Vous voulez que je recalcule les chiffres de réserve ou les passifs de l'entreprise?» Et ça n'est pas du tout le cas. Ce que l'on cherche ici, c'est que vous compreniez suffisamment le travail principal, clé de l'actuaire, de façon à avoir confiance que ce travail a été effectué de manière appropriée. Ensuite, la preuve d'un grand professionnalisme dans le travail des actuaires impliqués. Ça, c'est essentiel, nous en reparlerons. Et enfin, une autre façon de développer la confiance, c'est de créer un système de feedback efficace entre le contrôleur, la profession, ceux qui fixent les normes et bon, j'espère ne pas en arriver là, mais si besoin, le processus disciplinaire de la profession. Cela vous donne confiance à vous, le contrôleur, que tout le monde est impliqué dans la création des normes. Donc pour conclure, le PBA 8.5 dit qu'une fonction actuarielle solide, bien positionnée, dotée de ressources avec les bonnes autorisations et suffisamment pourvue en personnel est essentielle au bon fonctionnement de l'assureur. Et Britta, à ton tour. Merci beaucoup, Stuart. Bonjour à tous. Je vais maintenant parler des rapports actuariels et des différents types de rapports actuariels auxquels vous pourriez être confrontés. En général, les contrôleurs se retrouvent face à un défi lorsqu'ils doivent lire des rapports actuariels. Et une des plaintes que les contrôleurs ont souvent, c'est que les rapports sont préparés juste pour correspondre aux exigences réglementaires. Donc, ils ne sont en fait pas écrits pour les contrôleurs. Et donc, il n'est pas forcément facile de déterminer si l'actuaire a réalisé le rapport avec tous les éléments clés.
Et bien entendu, les superviseurs ne sont pas forcément tous dotés, les contrôleurs ne sont pas tous dotés d'une expérience actuarielle, ce qui ne les aide pas. Diapositive suivante. Les actuaires ont un devoir vis-à-vis des rapports. Et les normes de la pratique actuarielle ne s'appliquent pas à tous les actuaires. Mais normalement, si les actuaires sont membres de l'AAI, ils doivent appliquer les principes de l'AAI. Et ils travailleront donc selon les normes internationales des pratiques actuarielles, les ISAP. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, mais c'est la responsabilité, le devoir de l'actuaire de communiquer. C'est une de ses obligations. Donc, c'est pour cela que vous pouvez poser des questions à un actuaire si ce n'est pas clair. Diapositive suivante. Il y a aussi une exigence par rapport au type de travail effectué par l'actuaire. L'actuaire ne doit pas vous communiquer seulement des résultats. Il doit vous communiquer des rapports qui vous permettent de comprendre comment ils sont arrivés à ces résultats. Donc, il ne s'agit pas seulement d'un oui ou d'un non. L'actuaire doit expliquer comment il est arrivé à ses conclusions. Et il faut qu'un autre actuaire puisse déterminer si ce qui a été fait est correct ou non. Ce que je veux dire, c'est que deux actuaires peuvent effectuer des travaux différents pour la même situation, mais un rapport doit vous permettre de savoir si le travail actuaire a été correctement fait. Donc, ces ISAP sont très utiles pour le contrôleur. D'abord parce que l'actuaire doit pouvoir expliquer son travail au contrôleur de sorte à ce que ce soit compris. Et quand vous n'avez pas compris quelque chose, l'actuaire doit vous expliquer. Donc, si le contrôleur a une fonction actuarielle forte, les informations fournies dans le rapport doivent être suffisantes pour lui permettre d'évaluer le travail convenablement. Dans le cas où le contrôleur ne dispose pas d'une unité de fonction actuarielle suffisamment forte, peut-être que le personnel ne sera pas en capacité d'évaluer de façon indépendante le travail de l'actuaire. Dans ces cas, on peut faire appel à des experts de manière contractuelle. Diapositive suivante. Je vais parler de 4 objets des rapports actuariels. Un rapport, en général, ne va pas couvrir tous ses objectifs, souvent un ou plusieurs objectifs seulement. Et l'un de ces objectifs est la documentation. Le travail doit pouvoir expliquer ce qui a été fait par l'actuaire pour qu'un autre acteur puisse comprendre le rapport. La révision par les pairs est un outil très important. Un autre acteur doit être en capacité de voir si le travail a été fait de façon correcte. Il doit toujours y avoir une documentation qui permet de voir comment l'actuaire est arrivé à ses conclusions. Un rapport n'est pas toujours communiqué. Tous les aspects d'un rapport ne sont pas communiqués au contrôleur puisque l'entreprise doit pouvoir avoir une marge et garder certains éléments pour elle. Il est important de déterminer les pour et les contre, les gagnants, les perdants d'un rapport. Donc, ces rapports peuvent être utiles, mais pas nécessairement exigés. Diapositive suivante. L'opinion actuaire. Les actuaires donnent leur opinion, par exemple, pour déterminer si les réserves d'une entreprise sont suffisantes. Donc, il y a un critère d'adéquation avec les
les besoins des assurés. Donc, c'est dans ces cas-là que l'actuaire va donner une réponse binaire, oui ou non. Il s'agit d'un rapport actuariel plutôt simple qui va expliquer si les conclusions sont correctes ou non. Et ensuite, explication des résultats ou des conclusions. Ce sont des informations qui soutiennent le contenu du rapport et qui vont expliquer une partie du travail qui a été fait. Diapositive suivante. Pour résumer tout cela dans un tableau, la documentation n'est pas quelque chose que vous allez discuter en détail avec le contrôleur. Mais ça doit vous permettre de savoir si le travail a été effectué correctement et si vous disposez de suffisamment d'informations. Le problème, c'est que c'est souvent du langage assez technique. La prise de décision, ça dépend des décisions qui ont été prises. Et il y a différentes options, des pour, les contre, des visions à court et à long terme. Donc, le contrôleur sera intéressé par ce type de rapport. Si c'est une décision interne de l'entreprise, bien entendu, ce n'est pas nécessairement rapporté au contrôleur. Le rapport d'opinion, il est dans l'intérêt du public. Il utilise un langage standardisé. Et sa qualité dépendra du professionnalisme de l'actuaire. Finalement, le rapport d'explication, il vous permettra d'avoir une compréhension plus importante. Donc, vous essaierez d'avoir l'équilibre, de déterminer l'équilibre entre les sommes d'argent qui ont été allouées et l'équilibre entre les objectifs concurrentiels. Donc, le rapport d'explication n'est pas quelque chose de standard. Diapositive suivante. Maintenant, je vais parler des types de rapports qui sont généralement utilisés par les contrôleurs. Diapositive suivante. L'évaluation des obligations des assurés. C'est quelque chose qui sera pris en compte dans les calculs. Et ils contiennent de nombreuses hypothèses compliquées. Chaque hypothèse développée par l'actuaire doit être expliquée et justifiée. L'actuaire devra expliquer la méthode utilisée pour l'évaluation et pas seulement en matière de gestion des risques. Ça peut être également réclamé par les pairs en cas de contrôle. La diapositive suivante. L'opinion sur l'adéquation. Ça, c'est quelque chose qui est requis par le public. Il veut savoir si un rapport d'actuaire est correct. Et cela permet, en fait, l'actuaire met en jeu sa réputation en publiant ce rapport. Et cette opinion sera incluse dans tous les rapports réglementaires et les états financiers. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Le rapport sur la situation financière. C'est un rapport qui va déterminer ce qui se passera pour une compagnie d'assurance dans le cas où il y a des événements négatifs. Est-ce que cette compagnie s'en sortira si les choses se passent mal? On va trouver ce genre de rapport dans différents contextes, notamment dans les ORSA. L'actuaire va donc faire des déclarations spécifiques pour déterminer comment une entreprise s'en sortirait dans un tel scénario.
L'analyse de scénario, ça fait partie de cette analyse. Ce n'est pas quelque chose qui est prescrit, mais elle est très utile pour les contrôleurs puisqu'elle permet d'avoir une gamme de scénarios et d'avoir aussi une idée de la façon dont les compagnies s'en sortiront en cas de problème. Ça permet également de savoir ce qui se passera pour l'industrie en entier s'il y a des événements négatifs. Est-ce que les fournisseurs d'assurance vont pouvoir survivre s'il y a par exemple un énorme choc financier dans le système? Diapositive suivante. L'attestation d'équité. C'est le cas dans lequel un acteur s'acquitte très souvent de ses obligations par rapport au public. C'est vraiment dans l'intérêt du public. Et dans ce cas-là, on compte sur l'actuaire pour qu'il soit professionnel et qu'il explique comment l'équilibre sera maintenu. De voir comment les fonds vont être alloués de façon juste à l'entreprise et aux particuliers. Très souvent, les individus n'ont pas autant de connaissances techniques sur la situation d'une entreprise que les membres de l'entreprise, bien entendu. Diapositive suivante. Le rapport de fonction actuarielle, il est un peu différent, même s'il couvre les choses qu'on imagine qu'il y a dans un rapport actuariel. Il est destiné au conseil d'administration. Donc, la plupart de ces rapports seront vus par un conseil d'administration, mais ce n'est pas une exigence. Ce rapport va donc dire au conseil d'administration non seulement la situation de l'entreprise, comment est-ce qu'elle s'en sort, si les provisions sont adéquates, ça va aussi rapporter ce qui se passe en matière de gouvernance. Et c'est une bonne façon de voir à quel point la fonction actuarielle comprend, exécute ses obligations. Il est vital pour le conseil d'administration de comprendre ces éléments. Ces rapports vont donc vous donner beaucoup de renseignements sur la façon dont l'actuaire effectue son travail, mais aussi sur la façon dont le travail de cet acteur est compris par l'entreprise. Diapositive suivante. Je vous passe la parole, Stuart. Merci beaucoup, Britta. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ce que j'aimerais faire dans cette partie de la présentation, c'est vous proposer une approche du contrôleur pour l'évaluation des rapports actuariels. Ça, c'est pour que vous tiriez plus d'enseignements de ce que vous voyez aujourd'hui grâce au rapport actuariel. Je vais vous donner des outils particuliers pour savoir comment disséquer ces rapports. Comme vous pouvez le voir sur cet écran, il y a 7 étapes. On ne va pas avoir le temps de les détailler. On va se concentrer sur les 4 premières. En fait, la première étape est la plus longue. Voilà, diapositive suivante. Ça peut paraître très simple et trivial, mais il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez obtenir de cette étape d'identification. Il y a un certain nombre de points que nous allons couvrir. Diapositive suivante. Donc, tout d'abord, au niveau de l'identification, en tant que contrôleur, il faut que vous déterminiez l'objet du rapport. Cela peut être un nombre d'objets différents. Et ça va vous permettre de vous poser les questions suivantes et de comprendre les promesses
que vous êtes censé communiquer à l'utilisateur final. Passons à la diapositive suivante. L'auteur et le public. Très souvent, il est facile de les identifier. Parfois, il est nécessaire de clarifier qui est l'auteur, qui est le public. Parce que parfois, au niveau de la chaîne de communication, ce n'est pas très clair. Par exemple, ça peut être un document interne actuariel qui va déterminer les risques clés. En tant que contrôleur, vous pourriez vous dire « Ah, c'est intéressant, mais en fait, à quel niveau ça a été discuté, à quel niveau hiérarchique de l'entreprise ?» Donc, c'est ce dont il s'agit dans ce sujet. Diapositive suivante, portée et rapport de dépendance. Quand vous lisez des rapports actuariels, l'auteur doit être clair. L'auteur doit être clair par rapport à la portée du travail réalisé et par rapport à qui était impliqué dans ce processus. Diapositive suivante. Et il est également crucial de savoir si le rapport a été évoqué ou utilisé dans les travaux d'autres personnes. Messages, conclusions et recommandations clés. Ce sont des éléments qui ont tendance à apparaître dans les rapports préparés pour la prise de décision. Ces conclusions et ces recommandations sont liées aux rapports qui ont été préparés pour la prise de décision, comme je l'ai dit, et pour fournir une explication des résultats et des conclusions. Le contrôleur devrait toujours effectuer un suivi auprès de l'utilisateur du rapport pour déterminer quelles actions ont été mises en place suite au rapport. Les rapports d'opinion, comme nous l'avons noté plus tôt, ont tendance à fournir un message clé singulier. Ça doit être étayé par d'autres travaux actuariels qui vous permettent d'avoir une idée de l'ampleur de l'analyse qui a été prise en compte par l'actuaire avant que celui-ci donne son opinion. Et c'est un élément d'indication aussi pour le contrôleur. Diapositive suivante. Méthode et hypothèse clé. Dans l'évaluation de la plupart des types de rapports, il est important d'identifier comment l'actuaire a effectué son travail. Quelle méthode et hypothèse a-t-il utilisé? Et ce qui est encore plus important, ce sont les conclusions qui ont été trouvées. Plus les attentes des contrôleurs et des actuaires sont élevées, plus on voit que ces méthodes et hypothèses ont été choisies, étayées et documentées avec soin. Très souvent, c'est quelque chose qu'on voit au niveau du retour sur l'investissement. Il y a des évaluations continues. Comment est-ce qu'elles sont utilisées pour la tarification? Quel est l'objet de cette documentation? Et de plus en plus, ces derniers jours, ce travail doit être complété par une analyse qui démontre quel genre de scénario, quel genre d'analyse de test ont été choisis. Donc, il s'agit de justifier le fait que ces hypothèses sont appropriées. Diapositive suivante, relation aux pratiques de gouvernance. Les pratiques de gouvernance sont généralement liées à 3 lignes de défense. Des fonctions qui gèrent et rapportent ces risques, les fonctions et processus qui envisagent ces risques, et puis les fonctions qui fournissent une assurance indépendante, telles que les audits internes ou externes. Les actuaires peuvent contribuer de façon très active à ces 3 lignes de défense, bien entendu. Diapositive suivante. Lorsqu'on évalue les rapports actuariels d'une de ces 3 lignes de défense,
le contrôleur doit identifier les connexions avec les autres lignes de défense et avec les fonctions de contrôle telles que la gestion des risques. Parfois, lorsqu'il y a un échec, c'est que l'actuaire a parlé d'une analyse de scénario, par exemple, ou d'un test de sensibilité sans expliquer sur quoi il avait basé son analyse. Diapositive suivante. Les contraintes et les mises en garde. Les rapports sont censés rapporter seulement les contraintes et mises en garde non matérielles. Mais quand ces mises en garde ne sont pas attendues, quand elles sont matérielles ou quand elles sont trop larges, elles peuvent rendre le travail inadapté pour l'usage pour lequel il est prévu. Ces contraintes ou ces mises en garde peuvent avoir lieu à n'importe quel moment, donc il faut être particulièrement vigilant. Et si vous voyez que les rapports actuariels ne sont pas adaptés à leur utilisation prévue, alors il faut en parler à l'actuaire. Je dois dire qu'une fois, j'ai été appelée par un actuaire en tant que consultant, puisque je devais fournir des conseils à un actuaire désigné. Et cet actuaire était dans un état de faiblesse et il m'a demandé de lui fournir un examen d'une de ses hypothèses. Et je dis très bien, je vais parler aux personnes responsables qui sont impliquées dans ce domaine. Et l'acteur m'a dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, mais je ne peux pas vous laisser parler à mes collègues directement. Donc, j'ai continué ce travail, mais j'ai indiqué à l'actuaire dès le début que j'aurais une mise en garde, que j'intégrerais une mise en garde très importante au début de mon travail, en disant que je n'avais pu travailler que avec lui, que je n'avais pas pu avoir accès aux personnes auxquelles je voulais poser des questions. À la fin, bien entendu, mon rapport a eu une utilité limitée pour l'actuaire, puisque j'avais eu de nombreuses contraintes et mises en garde. Bien, diapositive suivante. Nous passons maintenant à la deuxième étape. Nous allons expliquer comment identifier les éléments clés du rapport et il va falloir déterminer ce qui n'était pas clair ou ce qui pouvait être mal interprété dans ce que vous avez lu dans le rapport. Y avait-il des attentes qui n'ont pas été réalisées? Y avait-il des contraintes ou des mises en garde? Le contrôleur doit mettre en place une série d'interrogations qu'il va poser à l'entreprise ou à l'actuaire par rapport à tous les éléments qui ne sont pas clairs pour lui. Diapositive suivante. Troisième étape, c'est la partie amusante. Je trouvais que c'est toujours la partie la plus intéressante. C'est peut-être moi, en tant qu'actuaire, qui ai trouvé ça intéressant, mais même vous, en tant que contrôleur, si vous n'avez pas de formation en actuariat, c'est une fonction assez amusante. C'est là où l'on essaie d'évaluer la performance. Maintenant, il faut jouer au détective. Il faut regarder à la fois le contenu et la performance lorsque l'on regarde le travail actuariel. Quand on regarde le contenu, on regarde à une attention objective accordée aux éléments quantitatifs. Qu'est-ce que ça dit par rapport aux risques, les contraintes financières de l'entreprise? En ce qui concerne la performance, là, c'est une attention plus subjective qui est accordée aux éléments qualitatifs du rapport. Est-ce que ce rapport a été bien préparé par rapport à ses collègues? Oups.
Est-ce qu'il démontre son lien ou un bon exemple de bonne pratique et de gouvernance ou de fonction de contrôle? Diapo suivante. Donc, c'est le type d'approche que je préconise. L'approche horizontale, ce que l'on voit au niveau quantitatif, qualitatif, pardon. Ce que l'on voit au niveau vertical, c'est plutôt l'aspect quantitatif de l'entreprise dans ce rapport. Donc, dans le cas où la performance est plutôt basse, où on ne nous donne pas beaucoup d'informations sur le risque de l'entreprise, on peut certainement dire que là, il y a beaucoup de questions à poser. Et si vous regardez, nous avons un petit détective en bas à droite et en haut à gauche. Ça signifie que là, il faut aller poser des questions concernant la performance ou le contenu par rapport à des préoccupations que l'on peut avoir. Diapositive suivante. Donc, étape 4. Maintenant que l'on a identifié les risques, on va dire, que l'on a clarifié ces derniers, que l'on a évalué les choses, le travail de l'actuaire, la performance de l'actuaire et le contenu des rapports. Une fois qu'on a fait tout ça, un rapport ne va peut-être pas changer complètement la direction que va prendre la compagnie d'assurance. Ça signifie qu'il faut que l'on mette à jour l'évaluation de la compagnie sur l'exposition au risque brut, la réduction des risques, l'exposition, mais également la qualité de la gestion des risques, la fonction actuarielle ou d'autres contrôles. Diapositive suivante. Donc, encore une fois, que l'évaluation du rapport actuariel change la donne ou non sur le contrôle global, le contrôleur doit décider du message qu'il communiquera à l'actuaire et à l'assureur concernant les résultats de l'évaluation et aussi les dernières préoccupations que le contrôleur peut avoir au sujet du rapport, puis également les prochaines étapes nécessaires à l'actuaire ou à l'assureur pour améliorer les résultats de l'évaluation à l'avenir. Diapositive suivante. Donc, nous allons maintenant traiter l'étude de cas. J'espère que vous avez tous eu une chance d'en prendre connaissance. Cela a été fait pour vous permettre d'avoir une meilleure vision de ce qui peut être fait lorsque l'on est face à un rapport actuariel. Donc, l'idée là, c'est de vous donner un scénario semi-fictif pour voir comment vous géreriez les choses dans cette situation. Donc, je vais vous donner mon point de vue sur ce qu'on a vu du travail de Tom Jones, le tueur désigné de Sunny Life. En tant que contrôleur, vous avez identifié 3 types de rapports concernant l'évaluation. Il y en a 3 qui sont disponibles. C'est déjà quelque chose d'intéressant. Vous avez plus d'une façon de gagner de l'information, d'obtenir de l'information. L'un des rapports était un rapport de l'actuaire OCA, le rapport des résultats IFRS, il parlait de résultats d'analyse de sensibilité qui pourraient être très intéressants. Il a noté une grande baisse dans la valeur des passifs, basée sur un changement des taux d'intérêt. Mais il n'y a rien qui parle de la sensibilité aux taux d'intérêt liés à l'hypothèse d'investissement dans son ensemble. Il n'y a
Il y avait ensuite donc le rapport, encore une fois, au conseil d'administration. Il a parlé de méthodologie de la réserve. Il a parlé de mouvement de réserve, ce qui était utile. Il a parlé d'ajustements importants des réserves hors système, mais il n'y avait aucune mention des normes actuarielles qui ont été suivies lors de la réalisation de ce travail. Et ensuite, il y avait le rapport pour les auditeurs externes. Pour moi, c'est quelque chose de très naturel, étant un acteur désigné, enfin, je l'ai beaucoup été en tout cas. Ça fait partie de la dépendance que l'on a entre les deux professionnels. L'acteur désigné crée la documentation utile d'expérience, définition d'hypothèses d'évaluation. Il y avait également un rapport au régulateur. Donc, ça a été un bon résumé des hypothèses, mais des informations plus utiles ont été fournies au CA et aux auditeurs. Intéressant. Cela donne également une longue liste des risques encourus par Sunny Life, ce qui ne m'a pas vraiment donné plus de précision que ça en tant que contrôleur. Donc, j'ai fait une suggestion de peut-être changer la façon d'enregistrer la réglementation. Et enfin, ce rapport m'a donné des idées concernant l'excédent par NP donc les affaires avec participation par rapport aux affaires sans participation. Diapositive suivante. Donc, assez fréquemment, ce que je fais, c'est créer un système de feu, un feu vert, feu rouge. Qu'est-ce qui était bien dans ce rapport et qu'est-ce qui était non favorable? Et ensuite, il y a une catégorie intermédiaire, bien entendu. Donc, il y a de bonnes choses dont l'actuaire a parlé, on les voit dans la colonne verte. Par contre, du côté non favorable, il y a une portion significative des actifs qui couvrent les passifs. Et les actions rapportent 3% de dividendes plus 4,5% d'appréciation avec une marge de base 50. Ça me donnait l'impression que c'était assez optimiste. Et ensuite, une sensibilité importante à la baisse de rendement. Donc, je vais garder cette image un peu de feu vert, feu orange, feu rouge. Et ensuite, je fais des notes. Donc, là, je joue vraiment le rôle du contrôleur ici, dans ces diapositives. Il y a un ajustement potentiel important d'évaluation ici, un risque moyen à élevé qui est lié au rendement des actions et à la sensibilité au taux d'intérêt. Est-ce qu'il y a une menace pour la solvabilité? Mais peut-être. C'est difficile de me faire une idée avec les données que j'ai, mais je me demande s'il y a une suffisance de l'excédent avec participation et sans participation. Donc, je peux être un petit peu inquiet par rapport à ça. Ensuite, est-ce qu'il y a des préoccupations en matière de gouvernance? Alors, effectivement, la part avec participation, enfin non, pardon, l'excédent de la valeur nominale important non encore allouée est-elle suffisamment importante?
Est-ce que c'est un excédent avec participation qui ne sera jamais rendu aux assurés de manière juste? Cela pourrait être la création de quelque chose d'injuste. Et ensuite, est-ce que j'ai des préoccupations en matière de gouvernance? J'ai noté un risque moyen, parce que la nature et l'étendue de la GRE ici sont peu claires pour moi. Et je ne suis pas sûre de la manière dont ont été utilisées les analyses de sensibilité ou les scénarios de stress. Donc maintenant qu'on a joué au détective, il est temps de poser des questions à l'acteur désigné. Et il y a un certain nombre de questions que l'on peut poser à l'acteur désigné. Donc si on regarde les questions qui sont là à l'écran, ce n'est pas important comment vous ouvrez ce dialogue avec l'actuaire. Ce qui est important, c'est de poser ces questions. Parce qu'un actuaire professionnel qui fait un bon travail n'aura pas d'hésitation et n'aura aucun problème à répondre à toutes vos questions. J'ai une question qui traite, par exemple, de savoir quelles normes actuarielles ont été suivies dans les travaux d'évaluation et les rapports. Deuxième question, comment les hypothèses sont-elles placées si on les compare à celles de ses pairs? On aimerait bien connaître la réponse de l'actuaire à ce sujet. Comment la stratégie d'appariement des actifs et des passifs a-t-elle été choisie pour l'assurance traditionnelle? Il n'y a pas de mauvaise question pour l'actuaire désigné et pour la compagnie d'assurance. L'important est d'ouvrir le dialogue et de mieux comprendre non seulement les risques de la compagnie d'assurance, mais également les personnes qui travaillent dans cette entreprise. Est-ce qu'elles sont qualifiées? Voilà, c'était l'examen de l'étude de Sunny Life. Britta, je vous redonne la parole. Donc maintenant, nous allons nous tourner vers la deuxième étude de cas, qui est un petit peu plus courte. Pour vous prévenir, c'est quelque chose de tout à fait fictif. Il n'y a rien de réel. Que ce soit dans les méthodes ou dans la monnaie qui est utilisée, rien n'est réel. Dans cette étude de cas, vous êtes contrôleur et vous avez déterminé que les estimations des passifs doivent être calculées à l'aide de l'une des méthodes de provisionnement suivantes. Donc là, il y a quatre propositions. Donc dans le rapport, on trouve des chiffres avec des commentaires sur ce qu'a fait l'actuaire. Les deux méthodes donnent un résultat très différent. Et l'actuaire a décidé d'utiliser une moyenne de ces deux méthodes. Donc c'est peut-être quelque chose que vous allez rencontrer dans la vraie vie. L'actuaire doit utiliser son jugement pour déterminer laquelle est la meilleure des méthodes. Diapositive suivante. Donc l'actuaire a utilisé une moyenne de ces deux méthodes. Est-ce que cette estimation est conforme avec les régulations, avec les règlements? Alors réponse A, oui, puisque les deux méthodes sont acceptées, on peut utiliser cela. B, non, la loi
Non, parce que le règlement indique que l'une des méthodes de provisionnement suivantes, et c'est je ne suis pas actuaire, donc je ne suis pas sûr. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que la vraie décision ici à prendre n'est pas une décision actuarielle. Parce que les règlements font partie de la loi et les actuaires ne sont pas là pour interpréter la loi. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Deuxième question, serait-il approprié de demander à l'actuaire de modifier le rapport pour n'utiliser qu'une seule de ces méthodes de provisionnement? Oui, car cela serait conforme à la réglementation. Non, parce que ce serait une interprétation trop stricte de la réglementation. Et dernière réponse, je ne suis pas actuaire, donc je ne sais pas quelle méthode utiliser. Okay, and this is an interesting question. C'était une question intéressante. L'une des choses que vous devez dont vous devez vous souvenir en tant que contrôleur est que oui, tout ce que vous faites est lié par la réglementation. Mais la réglementation n'est pas toujours correcte. Vous devez garder en tête votre objectif final. On peut demander à l'actuaire de modifier le rapport, ça ne veut pas dire forcément que c'est juste. Donc vous avez décidé que vous êtes prêt à accepter une estimation de 47 millions ou de 63 millions de dollars. Parce que les deux sont conformes à une interprétation stricte de la réglementation. À qui cela profiterait-il si vous demandiez à l'actuaire de modifier le rapport pour n'utiliser qu'une seule méthode? La compagnie d'assurance, les assurés, le contrôleur ou bien l'actuaire? Well, it's quite likely that the actuary will benefit because they get to do En vérité, la personne qui va en profiter, c'est l'actuaire, parce que s'il effectue plus de travail, il pourra facturer davantage. Mais le gagnant ou le perdant va dépendre du chiffre que vous choisissez. En modifiant le rapport pour n'utiliser qu'une seule méthode, c'est le contrôleur qui impose son opinion sur celle de l'actuaire. Dans ce cas-là, vous prendriez le dessus sur la décision de l'actuaire. Vous annuleriez cette décision en n'utilisant qu'une seule des méthodes. Donc il faut faire très attention avec cela. Les règlements ne sont pas toujours parfaits, donc il faut toujours que vous gardiez en tête votre objectif. Toujours. Réfléchissez à ce que cela ferait à la compagnie d'assurance, aux assurés, si vous forciez l'actuaire à choisir tel ou tel chiffre.
Cela dépend de qui bénéficiera cela. Ce qui est important à faire, c'est que l'actuaire justifie son choix. La justification devrait être dans le rapport de toute manière, mais si vous ne comprenez pas ou n'êtes pas à l'aise avec la décision qui a été prise, parlez avec l'actuaire et essayez de comprendre si vous faites ce qui est bien pour l'entreprise ou bien pour les assurés. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, vous n'avez pas besoin de comprendre les détails de cette analyse pour prendre une décision. Une des choses importantes à savoir est pourquoi l'une de ces méthodes serait meilleure que l'autre. Si vous n'êtes pas un actuaire d'assurance générale, vous ne comprendrez peut-être pas, mais vous pouvez obtenir de la clarification de la part d'acteurs, des explications pour comprendre et pour dire, vous choisir quelle méthode serait la plus appropriée. Ce qui est important, c'est de voir si cela est justifié. Vous pouvez faire une petite liste avec les avantages et les inconvénients. Et dans ce rapport, vous allez chercher ce que l'actuaire a cherché à faire. Donc, si l'actuaire n'a pas expliqué pourquoi il l'a fait, vous devez demander. La justification est exigée. Et s'ils ne veulent pas expliquer, c'est vraiment un signal fort de danger, une alarme. Diapositive suivante. Donc, vous n'avez pas besoin d'être actuaire pour avoir une compréhension totale. Le plus de connaissances vous avez, le mieux c'est. Mais vous devez avoir suffisamment d'informations pour pouvoir comprendre le rapport. Si vous arrivez à un niveau où vous ne comprenez pas comment les calculs ont été faits, vous pouvez utiliser le système. Votre travail est de faire en sorte que la compagnie soit bien dirigée et que celle-ci remplit tout ce qui est nécessaire et exigé en termes de réglementation. Et faire une liste peut vraiment vous aider à parcourir ces rapports. Alors ça vient de ma propre expérience en Jamaïque. Très souvent, la législation est plus complexe qu'elle ne devrait. Il y a eu des moments où j'ai compris que la législation avait été préparée dans un autre pays, puis ensuite qu'on avait essayé de l'adapter en Jamaïque, mais que ça n'était pas forcément adapté. Donc parfois, ça paraissait plus compliqué que ce que le secteur avait besoin. Les assurances jamaïcaines n'ont pas beaucoup de personnel, généralement. Et souvent, les rapports sont préparés par des gens qui ne résident pas en Jamaïque. Donc, si vous avez des rapports qui sont rédigés purement dans un objectif de conformité, c'est assez classique que les personnes ne comprennent pas les informations en profondeur. Si le rapport n'est pas compris par la compagnie, celle-ci ne va pas pouvoir les utiliser pour prendre des décisions.
et cela ne peut pas permettre aux contrôleurs d'orienter les décisions non plus. You're going to take action. Is this company okay? Do we need to step in? Do we Et need vous to allez do devoir something? prendre des décisions. Est-ce que tout va bien dans cette entreprise? Est-ce qu'on va devoir prendre des actions? Toute votre activité doit guider vos décisions. So actuaries do have that professional responsibility to Les actuaires ont donc cette obligation professionnelle. Il faut qu'ils effectuent des rapports qui soient adaptés à leur public. Donc, quand vous ne comprenez pas un élément, vous avez tous les droits de poser des questions. On ne vous demande pas de remettre en cause l'approche ou le rapport d'un actuaire. Mais si vous avez l'impression que quelque chose n'est pas correct, il faut demander des éclaircissements. Et si l'actuaire ne veut pas répondre à votre question, alors c'est un signe très important pour vous. S'il n'est pas capable de vous expliquer dans un langage que vous comprenez, alors vous devez être préoccupé. Diapositive suivante. Attention, ne suivez pas seulement la lettre ne suivez pas la lettre de la loi au lieu de son intention. Il y a toujours une différence entre les principes que vous essayez d'atteindre et la lettre de la loi. Par exemple, certaines entreprises peuvent prendre beaucoup de risques, mais quand même respecter la loi. Diapositive suivante. Assurez-vous de connaître vos objectifs. Que cherchez-vous à atteindre, à faire par votre travail? Qui cherchez-vous à protéger? Beaucoup de contrôleurs ont peur de faire des erreurs et de prendre des décisions qui seraient illégales. Vos décisions doivent être guidées par le travail que vous réalisez. N'ayez pas peur de prendre des décisions. Diapositive suivante. Maintenir des bonnes relations avec les actuaires et l'industrie. Essayez de rejoindre des associations, de parler aux gens des entreprises. Ça vous aidera toujours à l'avenir. Ce que j'aimerais que vous reteniez de ce que je vous ai dit, c'est que vous n'avez pas besoin d'être actuaire. Il faut vraiment que vous vous assuriez de comprendre l'essence des réglementations, de ce qui doit figurer dans un rapport et surtout de faire preuve de bon sens. Ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est regarder les chiffres d'une année sur l'autre. Ça vous donnera une bonne indication. Et si vous êtes dans une position dans laquelle vous pourriez être amené à rédiger de la législation, essayez de faire ça de façon efficace et de façon relativement simple et claire. L'idée, c'est que la législation puisse se traduire par des décisions utiles. Diapositive suivante. Nous arrivons maintenant aux questions-réponses. Je vous donne la parole, Christian. Merci beaucoup. Ça, je sais qu'il y a eu une question. Est-ce qu'un seul rapport peut répondre à toutes les exigences que vous avez mentionnées? Ça peut être le cas, mais c'est très peu courant. Si une entreprise a un rapport de prise de décision et que cette entreprise essaie de savoir ce qu'elle va faire de son activité, peut-être rentrer dans des discussions d'acquisition, de fusion, cela peut nécessiter une évaluation, mais ce ne sera pas forcément nécessaire d'un point de vue légal dans un rapport externe. Donc c'est possible, mais improbable. Je vais demander à ma collègue Pascal si elle peut traduire une question en français. Nous avons une première question de Diane. Quelle est la frontière entre la fonction actuarielle et la fonction gestion des risques?
Je vais essayer d'y répondre. La fonction actuarielle, à mon avis, c'est une personne ou plusieurs personnes chez un assureur qui contrôlent et comprennent comment les méthodes et processus actuariels sont utilisés au sein de l'entreprise. C'est quelque chose qu'on a commenté plus tôt dans la présentation. Les actuaires sont impliqués dans de nombreux travaux, la tarification, la gestion des réclamations, les investissements, l'évaluation, etc. Tous ces aspects sont interconnectés. Et ils sont utilisés dans la préparation des rapports et du rapport d'opinion qui est transmis au conseil d'administration. Donc, il y a des liens évidents avec la fonction de gestion des risques, même si la perspective est un petit peu différente. Donc, il faut s'assurer que tous ces processus actuariels fonctionnent correctement. J'espère que j'ai répondu à votre question. Pascal, est-ce que vous pouvez traduire la prochaine question d'Antonio? Oui. Sur quelle base le superviseur peut contredire est-ce que ces rapports fournis par l'actuaire au superviseur sont communiqués avec les états financiers de l'assureur ou séparément? Britta va répondre. Je vais répondre à cette question. Cela dépend de ce que le régulateur exige. Certains rapports doivent être fournis chaque année. Et nous avons fait référence à certains rapports de ce type dans notre présentation aujourd'hui. Mais Britta et moi, nous faisions référence au champ plus large des rapports actuariels qui existent chez un assureur. Ça peut être un rapport de l'actuaire désigné au conseil d'administration sur les risques clés, par exemple. Et ce rapport interne, par exemple, peut être examiné par le contrôleur lorsqu'il est sur le site. Ça peut être, par exemple, ce type de rapport. Et de par mon expérience, il y a des rapports, par exemple des rapports financiers, qui ne sont pas exigés, qu'on n'est pas obligé de transmettre au contrôleur, mais ils sont transmis à d'autres entités et donc le contrôleur a accès à ces rapports. Et en fait, en tant que contrôleur, vous devez utiliser toutes les informations qui peuvent vous aider à prendre des décisions. Merci beaucoup. La question suivante, Pascal. Oui, merci. Sur quelle base le superviseur peut contredire ou refuser le rapport de l'actuaire? Ça dépendra vraiment de la réglementation de la juridiction dans laquelle le contrôleur travaille. La loi peut autoriser de façon explicite l'actuaire, le contrôleur, à dire que l'actuaire n'a pas respecté les exigences réglementaires. Mais il peut y avoir des cas dans lesquels l'actuaire n'a pas suffisamment expliqué quelque chose. Donc, il ne s'agirait pas d'une correction formelle du rapport, mais le contrôleur demanderait simplement à l'actuaire de lui fournir davantage d'informations. Question suivante. Que définit le choix des tableaux de mortalité qui sont utilisés? En fait, ces tableaux sont liés aux passifs qui sont utilisés par une assurance. Chez un grand assureur qui assure des milliers de vies, par exemple, il est fort possible que l'actuaire ait accès à des tableaux de mortalité sur plusieurs années. Et ça lui permet de mieux gérer ses rapports. Et parfois, ça peut permettre de déterminer si les analyses de l'actuaire sont suffisamment crédibles. Si c'est un assureur qui commence juste ou si c'est sur un marché plus petit, c'est beaucoup plus compliqué pour l'actuaire parce que l'actuaire n'aura pas forcément accès
à des expériences et à des données internes de l'entreprise. Dans ce cas-là, l'actuaire devra se reposer sur les tableaux de l'industrie qui peuvent être disponibles dans leur juridiction ou peut-être sur des bases de données qui sont disponibles dans d'autres juridictions. Mais en utilisant ce genre de données, il y aura une grosse incertitude pour savoir si la situation de notre entreprise donnée va correspondre à la situation de l'industrie dans une autre juridiction. C'est une très bonne question que vous avez posée. C'est la question de la crédibilité de l'expérience actuarielle. Donc, en fait, comment l'actuaire peut arriver à ces conclusions. Oui, c'est quelque chose qui ne s'applique pas à la Jamaïque. Nous n'avons pas de tableau de mortalité. Nous sommes beaucoup trop petits pour ça. Donc, on utilise par exemple des tableaux du Royaume-Uni, du Canada, des États-Unis, et nous essayons d'y appliquer des facteurs qui feraient correspondre ces situations à la situation de la Jamaïque. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est de demander aux acteurs de faire leurs études actuarielles et de les comparer avec les attentes et ce qui se produit dans la réalité. Next question. Do you have any cheat sheets available? Est-ce que vous avez des feuilles de triche, des anti-sèches qui sont disponibles? Non, j'avoue que je n'en ai pas. Mais en fait, ce que je voulais dire avec ça, c'est que ces anti-sèches, ces listes de contrôle anti-sèches, elles sont aussi issues des bonnes relations qu'on peut avoir avec l'industrie. Ce n'est pas quelque chose qui est requis par votre juridiction, mais plus vous avez d'informations de l'industrie et des actuaires, plus vous aurez une feuille de triche, une anti-sèche qui sera pertinente. Et c'est avec votre expérience que vous pourrez déterminer comment utiliser ce genre d'anti-sèche. Je dirais que lorsqu'on connaît les questions à poser, c'est bien entendu une question d'expérience dans l'industrie, dans le marché local. Et tous ces renseignements de l'industrie du marché local peuvent vous aider. Vous, en tant que contrôleur, vous pouvez regarder comment les autres pratiquent les choses dans votre marché. Et vous pouvez également leur demander le type de questions qu'ils se posent lorsqu'ils effectuent leur travail. Parfois, en parlant aux assureurs sur le marché, on peut identifier des problématiques du marché. Et cela peut vous aider à déterminer le type de questions que vous poserez. Je vais prendre une autre question. Y a-t-il des formulaires ou des modèles qu'on peut utiliser pour réaliser des rapports? Non, pas à ma connaissance. Ça dépend des juridictions. Les exigences réglementaires sont différentes. Non, je ne crois pas non plus. C'est pour cela qu'on devrait rajouter cette section à ce webinaire. Ça nous manque. Est-ce qu'un actuaire externe pourrait rejeter les méthodes M1, M2 et utiliser un résultat calibré en combinant les deux méthodes, comme par exemple une méthode M égale 20% fois M1 plus 80% fois M2? C'est quelque chose qu'on voit dans la pratique. C'est quelque chose qu'il faudrait qu'on comprenne. Il faut comprendre les types d'activités commerciales, leurs valeurs et ce qui s'est passé dans ces activités afin d'avoir une sorte de moyenne et voir si une moyenne serait appropriée. Il faut aussi prendre en compte ce qui est autorisé par votre réglementation. Il faut toujours revenir à la lettre de la loi, mais utiliser votre bon sens. Donc, je n'hésiterai pas à demander à l'actuaire pourquoi il a utilisé cette méthode et ensuite, si son explication n'est pas logique, vous aviserez en fonction des circonstances.
Je pense que cette question et les autres questions qui y sont liées reposent sur des éléments les plus complexes des évaluations, c'est-à-dire l'évaluation des passifs. En tant que contrôleur, je défends les méthodes d'évaluation des passifs qui sont basées sur des normes issues de calculs actuariels. Et je pense que ces normes sont en place pour établir des minimums ou des limites de certains aspects de l'évaluation. Par exemple, un taux minimum ou un taux maximal d'intérêt. Si la réglementation surprescrit les aspects de l'évaluation, ça peut être très bien pour le contrôleur dans un sens parce qu'il aura plus de certitude dans ses calculs, mais ça peut être problématique pour l'actuaire parce qu'il ne saura pas forcément si le passif est approprié. Je suis d'accord. Et nous, ou en tout cas, c'est mon cas, j'essaie de faire ce qui est juste, mais gardez toujours à l'esprit qu'en tant que contrôleur, l'action que vous pouvez mettre en place au niveau de l'évaluation n'est pas obligatoire. Vous n'avez pas à prendre une évaluation, pas à prendre une décision. Est-ce qu'il serait approprié pour un assureur d'avoir une fonction actuarielle sans faire partie du conseil d'administration? Et dans ce cas-là, est-ce que vous seriez à la fois contrôleur et régulateur? En Jamaïque, en tant que contrôleur, il faut que vous essayiez de comprendre si l'actuaire a mis en place une communication suffisamment efficace au sein de l'entreprise pour pouvoir évaluer la valeur de son travail. Comment prenez-vous en compte une situation dans laquelle la législation locale prescrit une méthode d'évaluation et que cependant la pratique actuarielle requiert une méthode plus robuste qui reflète davantage de la réalité? En général, les actuaires diraient que dans leur rapport de la fin de l'année, ce sont leurs calculs des passifs conformément à la réglementation, mais ils pourraient aussi dire voilà les passifs qui sont nécessaires pour protéger les assurés et les raisons pour lesquelles je choisis cette approche. Il y a quelques années, j'ai été préoccupée parce que lorsque j'ai travaillé avec des assureurs généraux, ils ont refusé de me transmettre les justifications de certains calculs. Donc, ils avaient fait les calculs comme nécessaire, mais ils pensaient que des passifs plus importants étaient nécessaires. Je pense que si un actuaire présente des passifs qui sont incorrects, ils peuvent mettre leur propre formation en danger. Donc, s'il y a vraiment une déconnexion importante en ce qu'un acteur devrait faire et ce qu'il a fait, là, il y aura un problème. So let's go back to the mortality tables. So what do you expect to see mortality tables for 1986 and 1993 to be used in this century? Est-ce que vous pensez que l'on verra des tableaux de mortalité de 1986 et 1993 dans ce siècle?
It's too early to say. C'est trop tôt pour le dire. The shape of those old shape and level of those old mortalities tables certainly needs to be Le revisited by niveau et la forme de ces tableaux de mortalité doivent être revus of our various en prenant jurisdictions. en compte la santé, le bien-être de nos juridictions. Cela a évolué So that would have to be depuis taken into la account date in, de ces tableaux, donc ça devrait être pris en compte liability determination. pour s'assurer que la détermination des passifs soit appropriée, en ajoutant peut-être un petit peu de conservatisme. Et je pense qu'il faut faire des ajustements avant de pouvoir les We have a couple utiliser. more questions. I'll ask Lucas if you can Des come on questions and encore? take the Spanish question from Mario. On va prendre la question de Mario, s'il vous plaît. Sure. Can you hear me? Yes. Okay. So in case you don't have a corresponding Dans le regulatory cas où vous n'avez pas un cadre qui correspond au niveau réglementaire, qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'un travail d'un actuaire et quel type d'informations devraient être préparées? Well, in that case, the actuary is going to be guided by the Dans ce professional cas-là, standards. l'actuaire va être guidé par les normes professionnelles. What they will typically do if an actuary is ferait, going to work in a jurisdiction without Typiquement, that kind of framework, si elle travaillait dans is une that they will juridiction follow sans ce type de the cadre, general structure of what's done in another suivrait jurisdiction. ce But ultimately, qui est they fait will dans be une autre going with the juridiction. requirements of their professional Mais standards. sinon, ils suivent les régulations, enfin les réglementations de leur association professionnelle. All right. Good answer. Um, I'll take the other one. I'll try to rephrase it a little bit. How do you practically test for Comment est-ce que vous pouvez liability for tester l'adéquation entre les passifs, la fiabilité entre les passifs avec les produits traditionnels d'assurance? Alors, il y a plusieurs techniques. I would look to the ORSA requirements. Je regarderai les exigences de l'ORSA, parce que je pense que c'est une très bonne manière Testing the overall adequacy of tester l'adéquation, ORSA, of course, is now an international requirement. puisque Certainly, maintenant c'est une exigence internationale. in their insurance corp. Tester donc la suffisance du capital, quelque chose qui est utilisé dans les juridictions les plus importantes. C'est là où les tests de résistance dans les portefeuilles du capital de suffisance est important pour identifier les risques clés. Ce serait une manière de le faire. Now, I think we'll take this last question. Je pense qu'on va prendre cette dernière question. So what role and importance does the Quel recalculation rôle et quelle importance ont le recalcul et la vérification des calculs actuariels par le contrôleur, en particulier dans un marché où il n'y a pas beaucoup de dépendance qui est mise sur les actuaires? Je dirais qu'il faut savoir à quel point on peut dépendre de l'actuaire. Donc, il y a des normes professionnelles qui s'appliquent, donc on devrait pouvoir dépendre de l'actuaire, de son travail. Mais dans un cas comme celui-ci, le contrôleur ne va pas recalculer l'évaluation. Il y a une bonne méthode pour vérifier les calculs. Pour des juridictions plus petites, les contrôleurs peuvent obtenir de l'aide extérieure ou obtenir des conseils sur la façon d'analyser les informations. Et je rajouterais également que les actuaires devraient utiliser des logiciels de plateforme pour l'évaluation, parce que ce n'est pas un tableau Excel assez simple à utiliser. On a besoin d'un logiciel assez avancé et des produits qui sont utilisés mondialement. Donc, c'est important de se fournir avec ce type de logiciel pour ce type de produit. Donc, je pense que c'est un point de départ
qui permet d'enlever pas mal d'éléments lorsqu'on n'est pas sûr. Le deuxième point sont les hypothèses clés que l'actuaire utilise et comment il les a développées. Les hypothèses d'investissement, de mortalité. On peut commencer par se concentrer là-dessus. We do have one more question On that a came une in. dernière question qui vient d'arriver. C'est en espagnol. Sure. So will the technical notes, if I understand correctly, for Notes techniques pour l'assurance vie et la santé seraient-elles changées par rapport à la pandémie? Yeah, a very current question. In other words, Vous avez des questions vraiment d'actualité. Est-ce que la pandémie est seulement un événement unique? Changing the underlying nature Est-ce going que cela va changer la nature de la morbidité et de la mortalité? C'est une très bonne question. Je pense que nous n'avons pas encore de réponse par rapport à ça. Mais les actuaires dans la profession vont avoir fait des études à ce sujet, mais je pense qu'ils commencent tout juste à les faire à ce moment-là. En ce moment, pardon. Mais c'est une bonne question. Je pense qu'il est trop tôt pour en parler, sachant qu'il y a les nouveaux variants. On ne sait pas même si les vaccins seront efficaces. On ne sait pas s'ils seront efficaces pour les variants futurs. Il y a beaucoup trop d'incertitudes pour la suite. Close this off with, Très bien, nous allons terminer. Stuart and Donc, je veux Britta. remercier Stuart et Britta pour cette présentation. Merci à nos interprètes qui nous aident en espagnol et en français, et également mes collègues de A2I, et puis l'association actuarielle internationale, et vous tous les participants pour vos questions. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose avant de partir? Non, pas de plus. Gardez bien en tête votre objectif en tant que contrôleur. Ça n'est pas forcément de vous assurer que tout le monde suive la loi, mais que les assurés sont protégés et que le business va continuer à bien fonctionner. Donc oui, il faut bien suivre la réglementation, mais vous devez surtout protéger les assurés et le secteur. Moi, je dirais, ne soyez pas effrayés, n'ayez pas peur d'ouvrir le dialogue. Not great. That should not lead you to being shy to engage Il ne faut pas être timide, il ne faut pas s'empêcher de créer ce dialogue avec les acteurs. Vous pouvez être un très bon détective et les acteurs qui sont professionnels n'auront aucun problème à expliquer leur travail pour que vous puissiez comprendre. Okay, so we'll close it off and say thank you to everybody for Merci beaucoup, merci à tout le monde d'avoir participé aujourd'hui. Et nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine sur la proportionnalité de l'évaluation du risque. Au revoir.